Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Une vieille pub disait « Quand on aime la vie, on va au cinéma ». N'est-ce pas le contraire? Aller plus et mieux au cinéma quand on n'aime pas sa vie? Le cinéma est une belle île, avec des forêts sombres, des clairières ensoleillées et un grand cimetière. On n'y pénètre qu'en clandestin, après avoir semé ces douaniers dont je parlais plus tôt. Mais une fois qu'on y est, la question n'est plus de savoir si la vie est bonne ou pas. On la voit enfin, la vie, comme devant soi, comme un paysage ou un visage, bouleversant et maléfique. Ce sera comme quand on a déjà vécu. Une petite citation d'une interview tirée de Télérama de Léos Carax au moment de la sortie de Motors. Donc, je voudrais te demander qu'est-ce que tu penses de la citation en elle-même et toi, qu'est-ce que tu aurais répondu à cette question? Quand on aime la vie, on va au cinéma, ou est-ce le contraire, plutôt aller plus et mieux au cinéma quand on n'aime pas sa vie? Déjà, Carax, c'est important parce que pour moi, c'est vraiment lié à la naissance de la cinéphilie pure et dure. Je crois que j'avais 17 ans, 16 ans quand j'ai découvert ces films. Et c'est quelqu'un de marquant parce que y a une intensité, il y a une forme de jeu, il y a une forme de tissu de référence comme ça qui est plaisant. Et puis après, c'est un cinéaste qui colle un peu à la peau, comme Cassavetes, comme Ferrara, comme Fassbinder. Enfin, il y a des cinéastes comme ça très intenses qui restent et puis qui nous rappellent un peu à l'ordre. C'est vrai qu'en tant que cinéphile, en vieillissant, on va dire, on tolère de plus en plus de choses, des Marvel, des séries, des conneries. Et puis il y a des cinéastes comme ça qui sont toujours un peu au-dessus et qui vous rappellent de temps en temps que... faut pas oublier ce que c'est vraiment que le cinéma. Et pour moi, Carax, il a cette force-là. Et du coup, et toujours cette intensité, ces rapports aux morts, ce côté panthéon. Holy Motors, c'est un film très important pour moi dans les dernières années, comme Under the Skin. Je les rapproche. Un truc qui va de pair. Et après, sur la question d'aller au cinéma, la vie, je pense que son rapport au cinéma, on dit long sur son rapport avec la vie. Je pense que plus on s'intéresse au cinéma dans toute sa complexité, plus on s'intéresse à la vie. On va en reparler, mais c'est une question vaste. Mais donc pour toi, c'est deux pendants d'une même pièce, d'une certaine manière. De plus en plus. Je pense que quand j'avais 20 ans, j'aurais dit c'est deux choses complètement différentes. Et puis petit à petit, je me rends compte que on comprend mieux le cinéma en connaissant la vie, et puis on apprend plein de choses de la vie à travers les films. Notre invité s'est fait connaître par sa série d'essais vidéo sur le cinéma 7 minutes de réflexion, hommage probable aux 7 ans de réflexion de Billy Wilder avec Marilyn Monroe. Ah non, rien à voir. Ces vidéos tentent de dévoiler le regard que des œuvres populaires comme une pub Adidas, mutantes comme Twin Peaks ou maudites comme Un jour dans la vie de Billy Lynn ou First Reformed, posent sur le monde. Un monde d'ailleurs au centre de sa dernière vidéo portant sur la planète Terre et sa représentation, de Chaplin jusqu'à quelques récentes séries télé. Bonjour Charles. Salut. Alors on va commencer ce petit portrait par une question de si j'étais. Alors si tu étais un regard, quel regard tu serais au cinéma? J'étais un regard. Il faut que je te redise ce que j'avais mis dans les... Nous, tu nous avais répondu celui de Scarlett Johnson dans Under the Skin, ok. Pardon. En fait, j'aime beaucoup le regard de Scarlett Johansson dans Under the Skin. C'est ce côté, justement, un peu cruising d'extraterrestre. Tu vois, le truc un peu où elle se promène en voiture, elle cherche des proies, et en même temps, elle regarde la planète, elle regarde une ville, quoi, de manière assez brutale, assez nette. Et je trouve qu'il y a un truc qui parle un peu des cinéphiles, parce que j'aime bien comment vous présentez les cinéphiles de notre temps, et je pense qu'on est un peu une espèce de communauté, un peu comme des X-Men, et on a tous ce truc-là, un peu, c'est de regarder de manière un petit peu décalée la réalité. Ça veut pas dire qu'on vit pas, il y en a qui sont très malades et qui vivent pas du tout, il y en a d'autres qui sont plus doués pour ça et qui font la fête. On peut être très intégré ou pas dans la vie, mais on a ce truc en commun à travers les écrans, de gaieté, quoi. Et je trouve que ce regard-là, moi, il me parle de ça. Mais alors, c'est intéressant que tu aies choisi
ce film-là pour le regard, parce que l'ouverture du film, ça commence avec la création d'un œil, en fait, dans l'espace. Oui, complètement. Donc c'est quand même assez évocateur, on va dire. Ouais. Et puis du regard sur aussi qui, moi, m'intéresse beaucoup aujourd'hui sur les femmes, ce qu'on appelle male gaze et toutes ces choses-là qui viennent un peu d'études de genre et de choses comme ça. Et moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus et je trouve que le film est très juste. Pour moi, c'est vraiment comment on se sort d'un regard purement sexué. C'est-à-dire que c'est vraiment comment un objet sexuel, mais pour moi, c'est déjà Hitchcock, on n'a pas attendu avant d'apporter des questions à ça, mais pour moi, il y a ça aussi. C'est comment, en tant que corps, on se sort on s'échappe de ce regard qui veut juste vous déshabiller, quoi. Et quand tu parlais là, juste avant, d'avoir un filtre... Enfin, moi j'ai compris ça comme ça, d'avoir un filtre en tant que cinéphile, comme si tous les films qu'on avait regardés nous mettaient un filtre devant les yeux et on regardait la réalité différemment. C'est ce que tu voulais un peu dire ? Un peu, ouais, tout à fait. Je pense qu'on a... Après, tous à des degrés divers, et puis ça dépend aussi des films qu'on aime, c'est très vaste. Mais pour moi, beaucoup d'expériences se font un peu à travers des écrans, réels ou pas. Enfin, même dans ma vie, depuis que je suis très jeune, il m'arrive beaucoup de bloquer devant une situation et puis de la revivre après en la rejouant ou en la réimaginant, voire en la revivant à travers des films ou des situations. Et je pense que c'est peut-être un point commun entre beaucoup de cinéphiles. Ouais, c'est pas faux. Et si tu étais un miroir dans un film de cinéma, est-ce que tu te souviens de ta réponse ? Pas du tout. Tu nous avais répondu celui de Delon à l'entrée de son appartement dans Le Samouraï. Ah oui, celui-là je l'aime bien parce que pour moi c'est vraiment un moment où le personnage se réincarne. Pour moi c'est un truc qui est fréquent dans le film de Melville et dans les films de genre. C'est vraiment un moment où, voilà, pour s'incarner, le personnage a besoin d'un écran, a besoin d'être face à son reflet. Et je sais pas, pour moi ça va toujours procurer une émotion. C'est aussi, on parle encore du regard, c'est un regard sur soi qu'on maîtrise, et il y a un côté autoportrait ou photomaton, et c'est des moments qui me touchent vachement dans les films qui doivent être très durs à jouer pour les acteurs, et celui de Delon est surtout dans ce film tellement froid et un peu parfois inhumain qu'est Le Samouraï. C'est justement un moment de vraie présence. Est-ce que tu peux rappeler un peu le film, de quoi ça parlait ? Oui, c'est un film de Melville, Jean-Pierre Melville, qui était fasciné par le cinéma de genre, par le cinéma policier. Et c'est un film sur un tueur qui justement se débat avec sa solitude. Et c'est un film qui a eu une influence énorme sur l'histoire du cinéma. C'est inspiré autant de John Woo dans The Killer que Jim Jarmusch avec Ghost Dog. Mais voilà, c'est le trajet d'un assassin, et justement, encore une fois, de quelqu'un qui est un peu en dehors de la vie, et puis qui rentre avec une femme. On va pas spoiler. Le samouraï, ce serait con. Ouais. Mais, et c'est marrant parce que, aussi, le miroir dans le film, il est vraiment tout petit. C'est vraiment un miroir de biais que tu te regardes avant de partir. Oui, c'est ça. On pourrait imaginer pour s'incarner, justement, un miroir en pied, où on prend bien le temps de se mater d'une certaine manière pour se remettre dans son corps. Et là, c'est vraiment un tout petit miroir. Non, mais tout est assez méticuleux dans ce film. Il y a un oiseau en cage, il y a la froideur de Delon, qui est vraiment pas un très bon acteur, mais qui a un corps assez fascinant, moi je trouve, au cinéma. Et justement, cette façon très, très méticuleuse, très, 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 très simple comme ça du personnage, de s'habiller, de prendre soin de son corps. Il y a ça beaucoup chez Melville. Et moi, ça me touche beaucoup. Justement, il n'y a pas de grandiloquence. C'est toujours par des petits gestes ou par des choses simples. Pour continuer sur ce portrait, on va te demander si tu étais un combat au cinéma, lequel tu serais. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta réponse ? Pas du tout. Donc, tu nous avais répondu. C'était Matewan de John Sayles, avec les luttes syndicales des mineurs. Ouais. Ça, c'est un film qui m'a marqué, qui est pas un grand film, qui est un cinéaste un peu oublié, John Sayles, qui a beaucoup travaillé. Il y a un film assez génial à revoir qui s'appelle Lone Star, avec Matthew McConaughey et
ça va me revenir. John Sayles, et qui a beaucoup travaillé, qui est un cinéaste très gauchiste, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des luttes syndicales, politiques dans son pays. Et Mate One, c'est un film, moi, dont il me reste pas mal de choses, justement, les mineurs. Enfin, pour moi, ça traverse tout un pan du cinéma américain, cette conscience un peu sociale, avec Cimino, avec Coppola. Enfin, il y a un truc où... Ouais, pour moi, c'est un cinéma qui est engagé à sa façon. Enfin, il y a toute une pulsion, il y a tout un continent du cinéma américain qui est très politisé et qui peut l'être même dans le cinéma de genre. Et après, les combats des mineurs, je trouve qu'ils sont très emblématiques et très cinématographiques. Et dans ce film-là, ouais, ça m'avait... Mais c'est intéressant, quand tu dis qu'il y a tout un pan du cinéma, justement, populaire même, par rapport à cet aspect politique, parce que... alors, c'est vrai qu'il a l'air un peu oublié, le film. On n'a pas trouvé beaucoup de choses dessus, mais on a quand même trouvé une ou deux citations de John Sayles lui-même, cool. Et qui disait, en parlant de ce film, donc, l'individualisme contre le collectivisme, l'héritage personnel et politique du racisme, l'utopie de l'immigrant se heurtant à une dure réalité, le capitalisme du monopole confronté au prolétariat le plus violent. Ajoutez à cela un homme de loi sanglé de 2 revolvers se dirigeant vers le centre de la ville pour affronter une poignée de briseurs de grève armés. Que pouvait-on demander de plus à une histoire? Donc c'est vrai que voilà, c'est là quoi, c'est très américain et c'est déjà posé. C'est déjà posé. Non, je pense que c'est un cinéaste qui, ça me donne envie de revoir des films de lui. C'est un nom comme ça qui m'est revenu. C'est la question qui m'a fait revenir un nom du passé. Et je sais qu'à l'époque, j'avais vu beaucoup de ses films. Et en plus, il y a un chanteur dans le film qui s'appelle Will Oldham, Bonnie Prince Billy, qui a un petit rôle de prédicateur. Et juste pour ça, ça vaut le coup de le revoir. Et comment... parce que c'est, comme l'a dit Clément, c'est un film pas... Enfin, moi, je le connaissais pas du tout. Et vraiment, même sur Internet, c'est compliqué de le trouver. Comment il filme ses luttes, justement? Est-ce que c'est un côté très documentaire? Parce que, comme il le dit, tout était déjà là. Ou pas du tout. Ouais, pour moi, c'est dans mon souvenir, il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc un peu, on pourrait le rapprocher de Ken Loach ou des cinéastes comme ça. C'est très embarqué, c'est très, on est vraiment dans le noir, on est dans le son, on est dans le, voilà, c'est un cinéaste qui est pas du tout formaliste, qui est vraiment qui est plus un scénariste peut-être qu'un réalisateur, mais pour moi, je sais pas pourquoi, il y a vraiment un truc. C'est peut-être dans l'ADN aussi du cinéma américain, ce genre de cinéaste, qui est à la fois tellement américain et en même temps tellement profondément engagé et conscient des classes, que c'est un des premiers souvenirs qui m'est revenu. Et toi, c'est lui qui est sensible dans le sens Bien sûr, oui, tout à fait. Je pense que comme beaucoup de cinéphiles, on regarde beaucoup de cinéma américain, et le cinéma américain, plus on le connaît, plus on comprend aussi à quel point il est riche, quoi. Il est riche dans sa vision politique, dans sa vision et de la forme, et du scénario, et de la palette d'acteurs. Enfin, je pense que c'est un cinéma qui reste moteur, quoi. Et qui reste... pour des cinéphiles, je pense qu'il y a le cinéma américain et puis il y a le cinéma du monde. C'est triste, mais c'est une réalité... c'est notre réalité, quoi. D'ailleurs, on dit le cinéma du monde. Oui, c'est vrai. On va peut-être parler un peu du cinéma du monde alors, dans notre deuxième petite partie. On t'avait demandé s'il y a un film que tu as regretté de voir sur grand écran et tu nous as répondu Jessica Forever de Jonathan Vinel et Caroline Poggi, sorti il n'y a pas très longtemps. Alors ça, je m'en veux un peu parce que c'est une petite dispute avec pas mal de copines cinéphiles qui voient vraiment l'avenir du cinéma, enfin vraiment un côté, quelque chose d'un poumon de nouveau cinéma, un truc comme moi je pense on regardait Guy Roddy ou Dumont il y a 10 ans, tu vois, donc j'ai pas envie d'être ce vieux con qui dit aux gens qui aimaient Guy Roddy à l'époque c'est naze, c'est bavard ou on a déjà vu, tu vois. Donc peut-être moi je suis complètement passé à côté. Ce que je reproche au film, c'est son espèce de sérieux que je trouve un peu dogmatique, quoi. Je trouve ça un peu empesé, un peu trop l'amour nous sauvera, une espèce de fascination des armes que je trouve pas très claire, et puis moi je m'ennuie. Enfin donc ouais, j'ai souffert. C'est vraiment un film qui m'a fait du mal physiquement.
Dans la salle, j'étais t'étais blessé. Ouais. Je suis sorti de là, j'ai mis du temps à m'en remettre. Après, c'est vraiment comme quand on n'est pas sensible à une... Je suis conscient qu'il y a un point de vue esthétique qui est vraiment fort. Et c'est ça aussi, c'est que c'est comme une œuvre d'art à laquelle on n'est pas du tout sensible. Donc plus elle est assumée, plus on décroche, quoi. Enfin, justement, c'est assez rugueux, c'est assez imperméable, et soit on rentre, soit on est laissé à la porte. Parce qu'après, il y a des films qu'on déteste, qui sont révoltants, qui sont bêtes, c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment... C'est pas mon esthétique, quoi. Je trouve que ça manque de curiosité, et ça manque de jeu, en fait. Je trouve que c'est pas faire assez confiance à l'acteur. C'est vraiment... et c'est pas Bresson. C'est-à-dire que je vois l'argument, les modèles, mais pour moi, dans Bresson, il y a un truc où, justement, on essouffle un peu les acteurs, ou peut-être chez Keshish, on parle beaucoup là dans son dernier, un truc d'essoufflement, d'essayer d'obtenir autre chose. Mais là, pour moi, je vois que le cerveau des créateurs. Est-ce que tu as un exemple dans le film de moments qui c'est un peu comme ça, un peu imperméable et un peu où les acteurs sont froids d'une certaine manière ? Moi, je me rappelle de beaucoup de moments où on souligne la beauté, genre il passe un son, un truc, et puis il y a quelqu'un qui dit c'est magnifique, ça me transperce. Donc moi, ça m'enlève toute émotion immédiatement, ça me vide de toute émotion parce que j'ai pas besoin qu'on me le souligne, quoi. Après, je me rappelle aussi d'un moment magnifique sur un gâteau avec un truc qui sort, je t'aime, Jessica, les lettres qui s'enlèvent. Et ça, moi, ça me rappelle plutôt ce que je préfère dans le clip. Pour moi, ce genre d'univers, dans le clip, il peut vraiment détourner justement un objet assez commercial et le rendre complètement poétique et magnifique, mais je sais pas, je le trouve pas cinématographique. Bah, c'est une esthétique effectivement héritée à la fois des clips, des jeux vidéo. Complètement. C'est pour ça que c'est intéressant ta réponse par rapport à un film que tu aurais regretté de voir sur un grand écran. et du coup, je me demande si, d'après toi, il y a aussi des œuvres de cinéma qui seraient faites plus pour internet ou plus pour des petits écrans ou des choses un peu hybrides, enfin si ça te parle ou ça... Ouais, ça me parle complètement. Je pense que le format série, mini-série, enfin tout ce qui est un peu en pointillé est vraiment fait pour les petits écrans. Par contre, sur les films, je pense que tout ce qu'on peut voir sur grand écran, on y gagne. Même John Wick 3, c'est bien meilleur sur un grand écran que sur un ordi, quoi. Par exemple... Pardon. Enfin, non, mais je pense, justement, Jonathan Vinel, il avait fait un court-métrage il n'y a pas très longtemps, qui est projeté à la Fondation Cartier, je crois, en ce moment, qui s'appelle Martin pleure et qui a été réalisé uniquement à partir du jeu vidéo GTA. Ok. Donc, c'est très lisse, c'est très factice. Mais est-ce que c'est pas mieux, justement, de le voir sur l'écran qui accueille ce genre de jeu vidéo plutôt que de le voir dans un cinéma aussi ? Ça, je saurais pas répondre. Après, c'est ça qui m'emmerde, c'est que tout ce que tu décris me plaît, en fait, et que moi aussi, je travaille beaucoup. Tout cette minute de réflexion, c'est fait pour justement faire dialoguer des images à travers, dans une matrice qui est la mienne, et qui viennent de tout type d'écran, en fait. Donc, tout ce genre de démarche, moi, je trouve passionnante, le jeu vidéo, les silences, les errances du jeu vidéo, les faire résonner avec du cinéma d'auteur ou du Antonioni ou des choses comme ça, je trouve ça génial, je trouve ça évident, en plus. Et puis je trouve que c'est l'outil magique dont on dispose aujourd'hui, de pouvoir en permanence retrouver des sources, des images, je trouve incroyable le nombre d'images que les gens partagent. Et le jeu vidéo, c'est astronomique, c'est vraiment les gens qui mettent des parties en direct. Je cherchais un moment pour 7 minutes des choses sur Red Dead Redemption, et c'était passionnant. Il y avait des dizaines et des dizaines de joueurs, et puis qui justement mettent en scène leurs hésitations, leur enthousiasme. Alors des fois c'est un peu, ça gueule un peu, et puis il y a un ton un peu de blogueur qui m'angoisse, mais il y a de beaux moments, quoi. Mais c'est marrant parce que là vous parliez de ce que j'ai l'impression quand tu parles de justement ce mélange d'images qui est hyper présent sur internet et qu'on regarde sur petit écran, donc ça crée une espèce de cocon dans lequel où tu te noies dans plein d'images. Et d'une certaine manière, quand t'es dans la salle aussi, ça peut être... t'es dans un cocon, alors les images sont beaucoup plus... t'es beaucoup moins active dans la recherche de tes images, on te les impose d'une certaine manière, mais t'y vas aussi pour ça. Est-ce que... finalement, c'est pas si différent dans l'atmosphère dans laquelle tu te plonges. Non, moi je suis d'accord. Et puis je pense que nos générations, à partir de la mienne, on est de plus en plus capables de faire le travail qui manque. C'est-à-dire que
On pourrait, ce serait horrible, hein, mais découvrir un chef-d'œuvre sur un téléphone portable, en tournée, dans un van ou dans un train, je sais pas, c'est tout à fait possible. Et je pense que un film pourrait vraiment profondément me marquer dans ces conditions horribles. Quoi. Mais ça, je sais pas si c'est bien. Je pense que c'est comme perdre le rapport à l'origine en peinture, ou le fait de justement de plus en plus. Moi, c'était une des premières choses. Je me rappelle quand l'internet est arrivé, c'est que on avait accès à toutes ces images, à tous ces extraits, et de moins en moins, on éprouvait le besoin d'aller voir les originaux. Quoi. Donc c'est une force parce qu'on est capable de convoquer toutes ces images en permanence. Après, il y a une nostalgie, un truc dont parle, qui est même un sujet de film. En fait. Et toi, tu vas toujours en salle? Bien sûr, énormément. Je sais pas, 6-7 fois par semaine. Ok. Ouais, bien sûr. Et je dénigre pas du tout la salle, c'est juste que je pense que, ouais, effectivement, des expériences peuvent être aussi fortes sur des plus petits écrans que dans une salle. Et du coup, tu fais pas du tout la différence entre certains films qu'il faudrait voir en salle et d'autres films où tu te dis c'est pas grave, ils passent pas au cinéma, je vais pas non plus. Non, pour moi c'est vraiment que la qualité. C'est-à-dire que là j'ai vu Parasite, le Bong Joon-ho, je regrette d'avance pour tous ceux. Enfin, je suis triste à l'avance pour tous ceux qui le verront pas en salle parce que le film est excellent, que c'est un format large, qu'il y a beaucoup de profondeur de champ, que c'est un sens de l'espace, c'est virtuose, c'est un travail du son, enfin je veux dire c'est un spectacle complet, donc pas voir ça en salle c'est triste, mais Marvel, Avengers, machin, le dernier c'est pareil, c'est un spectacle énorme, il y a un truc de communion, de salle aussi, de réaction du public et tout, c'est dommage de rater des choses comme ça, donc pour moi c'est plus un truc de qualité et d'interaction avec la salle. Après il y a des films plus petits, j'ai beaucoup aimé le film de Ira Sachs, Frankie, avec Isabelle Huppert. Ça, c'est un film que je pourrais tout à fait voir chez moi. C'est excellent, mais c'est plus intime. Voilà, il y a une dimension de spectacle aussi, d'émotions partagées, je trouve, qui justifie des fois de se battre pour envoyer les gens voir des choses en salle ou pas. Mais oui, donc la dimension du spectacle implique que ce soit pas forcément un temps plutôt long, parce que, c'est pour enchaîner sur la troisième question, qui est que sans opposer séries et films, que t'apportent des œuvres au long cours intellectuellement et physiquement. Toi, tu nous avais répondu que ça t'offrait une forme de cohabitation plus longue avec les personnages, qui est souvent passionnante, mais dans laquelle on peut très vite se perdre. Et je voulais te demander des exemples de films dans lesquels tu t'es perdu, et où, comme dans les séries ou des films plus longs, dans quel film tu t'es un peu perdu? Les premiers films au long cours qu'on découvre, c'est, je sais pas, c'est Coppola par exemple, c'est Les Parrains, c'est Apocalypse Now, c'est ce genre de... Enfin, pour moi, c'est vraiment des films qui parlent de ça, en fait. Après, c'est Tarkovsky, après, c'est... je sais pas, enfin, pour moi, il y a vraiment des fils comme ça de cinéastes, c'est Cimino, enfin, vraiment, typiquement, et puis c'est des films qui ont vraiment... une densité, une profondeur dans tous les sens, quoi. Donc on peut les explorer de 1000 façons différentes. Alors que pour moi la série est beaucoup plus linéaire et il y a un phénomène de cohabitation et de réaction immédiate. Il y a ce côté semaine après semaine, surtout avec les réseaux sociaux, il y a un truc où vraiment les réactions des gens apparaissent, et puis il y a des séries qui à un moment donné passionnent la planète, et puis comme Game of Thrones, et puis on a l'impression qu'on arrive à son terme et que ça n'intéresse plus vraiment personne, en fait. Donc de quoi ça parlait, en fait, à ce moment-là? Ça, c'est une question qui est intéressante. Je pense que ça parlait de nous, ça parlait de notre rapport aux images, et une fois qu'on l'a compris, on passe à autre chose, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne fin de Game of Thrones. C'est pas possible de bien finir. Enfin, la plupart des séries, on les finit pas, en fait, parce que elles rencontrent le public pendant quelques années, et puis après il y a d'autres choses qui arrivent. Pour moi, c'est comme un groupe en musique. Il y a un moment donné où c'est single après single et ça parle, et puis après ils peuvent tout faire pour revenir. On parlera de maturité, de machin, mais ce sera pour moi le rapport au public qui se détache. Tu veux dire qu'on les oublie finalement? Pas qu'on les oublie, mais que leur pertinence est peut-être moins forte. Après, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des œuvres passionnantes de groupes et de cinéastes qui continuent, mais je pense qu'il y a un moment où vraiment on est pertinent, et on le sait, on le sent, et puis après on fait une carrière, c'est autre chose. Et la série, je trouve qu'elle marque vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment dans la série, des fois c'est quelques épisodes, je pense à Killing Eve ou un truc comme ça, et puis immédiatement après ça n'a plus aucun intérêt. C'est très cruel, et en même temps ça parle vachement de notre époque, quoi. Parce que contextuellement,
il se passe quelque chose qui résonne avec... Qui résonne avec la qualité. Enfin, moi, c'est ça aussi, c'est la série 7 minutes parle... Enfin, pour moi, elle est vraiment là-dessus. C'est vraiment... au moment où j'essaye vraiment de choper quelque chose, au moment où on parle, en sachant que ça me prend un mois de les faire et qu'un mois après, on peut être complètement dans autre chose. Et du coup, de poser des questions les plus pertinentes possibles et de trouver tout ce que ça cristallise en termes d'images et d'exemples en étant très subjectif. Et Killing Eve, pour toi, comment ça a résonné ? Il y a un moment donné où c'était justement sur cette question du genre, des héroïnes, du regard des femmes. Enfin, il y a un moment où je trouvais que c'était en avance. Et puis pareil avec Handmaid's Tale. Il y a un moment donné, c'est arrivé, c'était genre avant tout le monde. Et puis d'un coup, ça a l'air d'être en retard. Voilà, on ne sait pas pourquoi. C'est mystérieux, ça prend... Enfin, faut... C'est dans le flow, en fait. C'est dans le flow, et puis c'est dépassé par d'autres choses, et puis c'est un truc de... Après, pour moi, c'est la différence aussi, peut-être, entre certaines séries et certains films, c'est qu'il y a une sorte de compétition de course au présent, tu vois, dans les séries, alors que les films peuvent être beaucoup plus détachés d'un flow historique ou réaliste, quoi. On va peut-être passer à la partie suivante qu'on avait intitulée Mémoire et sommeil. Du coup, sur ta façon dont tu te souviens des films vus le soir, et dont tu te souviens tout court d'ailleurs. Et avec la première question, quel film avant de dormir ? Ce à quoi tu avais répondu. Lubitsch. C'est ça. Bravo. Exactement. En fait, c'est très marrant là. Pour moi, c'est vraiment un phénomène à observer en permanence, la mémoire et la cinéphilie. Parce que par exemple, la question la plus angoissante pour moi, c'est les derniers films que tu as aimés. J'ai aucune idée. En fait, c'est vraiment, je suis incapable de répondre à cette question-là. Je n'ai pas de mémoire immédiate de ça. Et là, j'ai vu Sibylle avant-hier, donc je m'en rappelle et j'ai adoré. Mais c'est vraiment très dur à retrouver. Et alors que pour moi, la mémoire, elle s'active vraiment par un acteur, un geste, un truc. Et puis après, ça marche en spirale et on se rappelle de plein de trucs. Et je pense que c'est comme ça qu'est montée ma série. C'est vraiment de se laisser le plus ouvert possible. Donc le sommeil, c'est une bonne logique pour répondre à la question. Et Lubitsch, c'est toujours... je sais pas, pour moi, il y a une évocation du Hollywood confortable, intelligent, pertinent, rythmé. C'est très fluide. Les étrangers, les juifs, enfin il y a un truc comme ça qui mélange toutes les, enfin je sais pas, tout l'hétérogène dans un espèce de bouillon et en même temps tout ça est synthétisé génialement par un studio qui met plein d'argent et des super techniciens. Non mais c'est génial. Je sais pas, c'est ça, tu vois, ça m'évoque ça, c'est vraiment ce que le cinéma peut de plus beau et de plus le cinéma commercial de plus élégant. Alors du coup, petit aparté Lubitsch, parce que pour l'instant, personne ne nous en a parlé, ça me fait vraiment plaisir. Et est-ce que tu aurais, justement, pour des gens qui connaissent pas vraiment Lubitsch, un conseil, enfin 2-3 petits films comme ça de Lubitsch ? Pour moi, le plus facile pour rentrer, c'est To Be or Not To Be, qui est vraiment le film parfait, je trouve, dans l'écriture, dans la forme. C'est vraiment un film sur le spectacle. Pour les fans de Tarantino et tout ça, il y a plein d'hommages à ce film dans Inglourious Basterds. Ce qui d'ailleurs, en plus, la meilleure partie du film, c'est toute la partie comédie avec les accents. Moi, j'ai trouvé ça très juste, les hommages à Lubitsch. Et après, c'est Serenada 3. Je trouve que ces deux-là, c'est vraiment pour rentrer dans cet univers. Et après, il y a quasiment rien à jeter. Il y en a un qui s'appelle Cloney Brown, je crois que c'est La Folle Ingénue en français, qui est magnifique, avec des héroïnes ultra modernes, et puis une beauté une complexité du plan. Enfin, pour moi, souvent la comédie des Marx Brothers, des gens comme ça, c'est un peu au détriment de la forme. C'est-à-dire que ça peut être un peu du fond vert avec des gens géniaux qui jouent devant, pas tous les films mais certains. Lubitsch, c'est vraiment la preuve qu'on peut être un grand formaliste et un grand réalisateur et en même temps faire des scènes drôles et vivantes Enfin, voilà, pour moi c'est un cinéaste qui m'accompagne depuis longtemps, comme Hitchcock, dans le genre du film à suspense. Pourquoi avant de dormir alors, pour t'endormir sur tes deux oreilles? C'est rassurant, je trouve que c'est vraiment une vision de l'humanité qui est rassurante. Justement, toute cette altérité, tous ces conflits mondiaux et tout ça qui se résolvent dans toute cette élégance et dans tout ce savoir-faire.
Et puis voilà, pour moi, c'est aussi ce dont on rêve beaucoup. Enfin, le nouvel Hollywood aussi a des moments comme ça, avec le Parrain, des trucs comme ça, de mettre autant d'argent au service d'un créateur et autant de savoir technique, ça peut se justifier en fait. Ça paraît tel gâchis d'argent tout le temps au cinéma, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est justifié. Et là, du coup, on va revenir à la mémoire. Et on se demandait comment, toi, ta mémoire de cinéphile fonctionne, si c'est par association d'images, de sons, de sensations physiques ou complètement autrement, sachant que tes vidéos, elles fonctionnent par des liens plus ou moins évidents quand même, et que ça demande quand même une certaine mémoire. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est l'association et la comparaison. Pour moi, c'est vraiment la clé de comment j'ai organisé. Je pense qu'au départ, ce qui m'a fait... Enfin, je suis devenu cinéphile avec des listes, comme plein de gens, je pense. Moi, c'était Scorsese, le voyage à travers le cinéma américain. Et j'avais noté tous les films. C'était la grande époque de TCM, ciné classique, ces machins-là. Donc, il y avait beaucoup de films qu'on pouvait voir. Et j'étais pas tranquille tant que j'avais pas vu tous les films qui étaient sur la liste. Et puis après, je découvrais des cinéastes, Samuel Fuller... qui d'autres, Hawks, Walsh, beaucoup d'Américains à nouveau. Mais pareil pour Scorsese, j'ai découvert qu'en fait on parlait toujours de 2-3 films et qu'il y en avait plein d'autres qui existaient. Et donc c'est des zooms, c'est des hasards qui me font aller vers des cinéastes, ou parfois un article ou un enthousiasme de quelqu'un qui me donne immédiatement envie d'y revenir. Et après, de manière assez rigoureuse, je vais aller voir même des choses obscures. Donc ça, c'est une façon. Et puis après, des associations lointaines. Ça, c'est beaucoup plus dur à expliquer. Et plus on vieillit, plus on comprend. Des scènes qui vraiment résonnent avec d'autres moments de sa vie, donc d'autres plaisirs. Et ça, c'est génial. Je trouve que on peut être vraiment en plein dans Solaris de Tarkovsky et avoir envie de revoir Big Lebowski. Je sais pas quoi. Il y a pas de... Et ça, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais c'est des petits Big Bang cinéphiles qui sont géniaux. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à The Big Lebowski dans Solaris ? Je sais pas, est-ce que c'est juste l'analogie de nom entre Tarkovsky et Lebowski ? J'ai honte, si c'est ça, c'est vraiment nul. C'est pas impossible. Mais on parlait encore de cinéma américain. On va encore revenir au cinéma du monde dans notre séquence carte blanche que je préfère. Dans cette séquence, en fait, on te demande de décrire un film comme si tu étais à l'intérieur. Une scène de film précisément. Toi, tu nous as proposé de nous décrire la scène de la cuisine dans Boy Meets Girl de Denis Lavant. Un film que j'ai découvert pour le podcast, que je connaissais pas et que je trouve... hyper brûlant de l'espoir et de la flamme de la jeunesse, assez ingénu, un peu naïf, mais hyper fort dans ce qu'il dit. Et toi, tu nous as dit que tu avais l'impression de connaître cette cuisine de fin de soirée où tu t'enterres dans une discussion. Est-ce que tu peux nous décrire cette scène comme si tu étais à l'intérieur ? Moi, ce dont je me rappelle très bien, c'est vraiment une table avec deux personnes côte à côte, face à la caméra, et une espèce de façon comme ça de pas vouloir que la nuit s'arrête, quoi. Il y a un truc qui est très, qui est très émouvant, qui est très doux. C'est la première fois que le personnage masculin prend la parole autant, alors qu'il est assez mutique. C'est très poétique, ce que je déteste en général dans les films, ces dialogues très écrits. Et d'un coup ça sort, et puis la cuisine se rappelle. Alors là t'as de la chance, c'est que tu l'as mieux en tête que moi, mais la cuisine se rappelle souvent à sa réalité matérielle, quoi. Il y a une théière, il y a des bruits, il y a un truc qui tombe sur le sol, qui se casse, on voit des damiers, un peu comme dans le film d'Hitchcock, Leto. Enfin, il y a plein de petites références comme ça, assez subtiles, mais surtout c'est une cuisine qui pourrait être un vaisseau spatial, quoi. C'est tourné dans des petits appartes fauchés parisiens, des chambres de bonne, des trucs comme ça, et d'un coup ça a l'air d'être un lieu complètement sublime et magique, quoi. Et si t'étais, est-ce que tu te souviens un peu de ce que racontent les deux personnages ? Est-ce que... Oui, je crois qu'il essaye de la séduire, et qu'il essaye de la sauver, quoi. Il y a un truc un peu suicidaire chez elle, un peu parti comme ça, et je crois qu'avec des mots, j'ai peut-être même des mots qui me reviennent, mais...
Et il y a ce truc comme ça, de vraiment comme une flamme, il essaie vraiment d'attirer son attention et de pas la perdre, quoi. Et est-ce qu'elle te réconforte, cette scène? Qu'est-ce qu'elle te provoque un peu? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, pour moi, elle me rappelle à l'essentiel du cinéma, quoi. De ce que ça peut être un art vraiment exigeant, une vision d'auteur. Justement, il n'y a pas de commerce, il y a quelque chose de très intègre, en fait, dans cette vision-là, très personnelle et complètement singulier, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché à Carax, c'est d'être un cinéaste sous influence. Mais pourtant, face à une séquence comme ça, on oublie complètement tous les points d'accroche, quoi. Que ce soit Godard, il y a beaucoup ou les films de Stache que j'adore. Mais justement, effectivement, dans ta réponse, t'avais l'air aussi d'hésiter avec La maman et la putain de Jean Eustache, donc j'imagine que c'est la scène du monologue. Pas le monologue forcément, plutôt les écoutes de vinyle. Pour moi, c'est un moment assez fort dans Eustache. Bien avant qu'on invente les synchros, ce qu'on appelle les synchros au cinéma, c'est le jackpot pour les groupes quand ils mettent un titre dans un film. Et il y a plein de synchros dans La maman et la putain. Il y a plein de titres, mais qui ont dû rapporter de l'argent à personne, je pense. Et il y a beaucoup de moments où que ce soit Françoise Lebrun ou Jean-Pierre Léaud passent de la musique et les écoutent. Et ça, c'est magnifique. C'est que souvent, c'est pas forcément la chanson en entier, mais il y a vraiment 1 minute 30 de temps qui passe et qu'on passe avec eux. Et t'as vraiment presque l'impression que tu pourrais leur proposer un vinyle ou une autre chanson. Il y a un truc très doux comme ça. Oui, c'est ce que t'avais l'air de dire, effectivement, dans ta réponse. Tu disais la chambre nue avec la platine vinyle, j'ai l'impression que je peux choisir la musique. Mais alors, c'est intéressant que tu aies associé les deux parce que... Enfin, moi, je vois vraiment des liens complètement. évidents. C'est la même famille. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le cinéma français est un des plus beaux du monde. J'adore le cinéma américain, mais pour moi, cette fragilité-là, cette essence-là... Après, c'est peut-être aussi passer notre langue, où il y a un truc qui est immédiatement tout change, j'en sais rien, mais cette fragilité-là qu'il y a chez Vigo aussi, je la retrouve pas forcément ailleurs. Ou chez Pagnol, ou chez Guitry. Il y a un truc vraiment de l'essence même soit du silence, soit de la parole. Et je trouve que les Français ont filmé ça de manière incroyable. C'est vrai qu'il y a un jeu effectivement sur la langue, la diction aussi. Complètement, ouais. La façon que les acteurs ont joué chez Eustache qui était... je sais pas si on peut dire novatrice à l'époque, mais ça a choqué pas mal de gens quand c'est sorti apparemment. Il y a vraiment une réponse à Bresson qui était vraiment peut-être aussi l'idole de tous ces gens. C'est ça qui est touchant aussi. C'est pour ça qu'une fois de plus ça m'énerve de passer à côté de Jessica Forever. C'est que c'est encore un pas dans ce cinéma-là et c'est peut-être une nouvelle manifestation de ce cinéma-là. Donc c'est pour ça que ça m'emmerde. Il y a une fragilité aussi. Il y a une fragilité et il y a un truc essentiel, quoi. Il y a un truc cristallin, voilà. Après, c'est un cinéma dans lequel on peut pas se complaire, parce que c'est aussi un cinéma de dandy, de gens très énervants, et je pense que c'est bien aussi d'avoir de l'humour et d'être capable d'aller voir Ben Stiller de temps en temps, mais voilà, pour moi, il y a un truc essentiel et fragile et qui a pas de prix, quoi. Et alors, juste dernière petite question par rapport à La maman et la putain, parce que tu parles de musique et de vinyle. Je sais pas si tu connais la chanson de ce groupe, Diabolo Gomme. Si, avec Françoise Lebrun, justement, qui lit... en gros, ils ont repris le monologue de Françoise Lebrun. Et ils l'ont mis en musique. Ouais, je me rappelle très bien. En musique. Ouais, c'était super. Ça, j'en ai un très bon souvenir, et je me rappelle quand c'était sorti, c'était... on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de... Et Philippe Catherine avait fait son premier album qui était magnifique, ou deuxième, s'appelait Les mauvaises fréquentations. Et lui était un fou de Jean Eustache aussi. Et je pense qu'il y a un moment donné où il y a eu une petite connexion comme ça entre la chanson et le cinéma. Et c'était beau. En plus, c'était des gens vraiment talentueux. Il a aussi écrit une chanson pour Anna Karina. Oui. Un album complet, je crois même. Ah oui, un album. Ouais. Enfin là, on évoquait plein de films en analogie. C'est marrant parce que c'est vraiment... Enfin, tu réfléchis vraiment comme ça. Tu n'arrêtes pas de le faire, quoi. Je sais pas, t'es obligé de partir sur autre chose. Mais est-ce que t'as un film que tu détestes et que pourtant tu recommanderais ? Ça, c'était très très dur comme question. Je me rappelle plus du tout de ce que j'avais répondu. T'as justement que t'avais pas vraiment de réponse et que pour toi, il fallait laisser les films trouver leur place, notamment dans tes vidéos 7 minutes de réflexion. Et que, en fait, une fois que tu les as intégrés, tu peux plus les détester. Ils font
ils ont trouvé leur place, quoi. Il n'y a pas de film détesté d'une certaine manière. Non, il y a non, il y a pas de films détestés. Les films détestés, je les regarde pas. Et puis les films que je déteste, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. Je me rappelle d'une vieille interview de Argento où il disait que il avait une capacité à s'intéresser à un plan dans n'importe quel navet qui justifiait d'aller voir ce navet en salle, et que ça pouvait être une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui claque, un regard, un truc. Et c'est à peu près vrai pour tout. J'ai vu le film de Nicolas Bedos, c'est pas vrai pour ce film, du coup. Et ça, c'était vraiment une infamie. Ça, c'est vraiment, il y a une fois de temps en temps, tu tombes sur un truc comme ça où rien n'est à sauver, rien n'est à sa place, tout est outrageant. Enfin, c'est vraiment, c'est un film de beauf. Enfin, c'est d'une laideur. Ça s'appelle La Belle Époque. Qu'il a présenté à Cannes en hors compétition, que plein de gens présentaient un peu comme le rayon de soleil de Cannes, genre comme si c'était pas fun, Parasite et Tarantino, tu vois. Et du coup, on était allé là-bas parce qu'on présentait la musique d'un truc, et on faisait cette montée des marches et on était coincés dans la salle, donc j'ai dû attendre 1 heure avant de pouvoir partir. Et c'était vraiment, c'est une des rares fois où j'ai rien vu dans un film qui m'intéressait, où c'était une vraie torture. Le Jonathan Vinel, c'était difficile, mais je reconnaissais vraiment un geste, tu vois, alors que là, tout était horripilant et puis choquant, en fait, vraiment, justement, à toute cette époque de Balance ton porc, de MeToo et tout. C'était un vrai film de porc, quoi. C'était vraiment une vraie réaffirmation du pouvoir par un connard. C'était monstrueux. Wow. Ouais, c'était vraiment... c'était fou, quoi. C'était une expérience folle. Donc ça, c'est vraiment un moment de détestation, mais du coup, ça rentre pas dans la question, parce que je pourrais pas le recommander. Enfin, ou alors, il faudrait vraiment être très, très, très masochiste et essayer d'analyser des choses là-dedans, justement, sur le pouvoir. On parlait tout à l'heure d'une prof de fac que j'ai eue, qui est une grande théoricienne qui s'appelle Nicole Brennès. Oui. Et elle disait que... Elle avait un article qu'elle ferait jamais, c'est sur la boue figurative, elle appelait ça. C'était les comédies françaises de Weber et tout ça. Pour elle, c'était l'enfer sur Terre, et justement, elle disait que c'était un des articles les plus passionnants qu'elle voudrait écrire, enfin, qui elle l'intéresserait de lire, mais elle en était incapable. Et je pense qu'il y a un truc comme ça sur un film comme le film de Bedos, il y a un truc à écrire sur la boue, quoi, vraiment sur ce monde où il y a rien à voir, il y a enfin, tout est déplacé, et voilà, et ça c'est un défi, quoi, je pense, pour l'analyste. Et enfin, moi je vais juste poser une toute petite question, parce que c'est marrant ce que tu dis parfois il y a des navets et pour un plan ça mérite tout ce qui est fait. Quentin, celui qu'on a interviewé juste avant toi, disait exactement la même chose. Pour un plan, ça peut sauver le film. Et est-ce que toi là t'as un des derniers films que t'as vu? Est-ce que voilà, tu te souviens d'un plan, tu te dis tiens, ça sauve le film? Alors ça va être un peu bizarre comme choix, mais c'est un Fritz Lang qui est pourtant pas très bon, qui s'appelle House by the River, qui est ressorti, qui est même assez mauvais dans sa deuxième partie, mais il y a une ouverture qui est absolument sensationnelle, avec un meurtre justement d'une jeune femme qui travaille pour la maison par le maître de la maison, et il y a un plan absolument sublime où justement quand il rentre, il a laissé utiliser sa douche, et il y a un espèce de travelling qui remonte, qui suit la gouttière, et c'est ça qui le rend fou, c'est d'imaginer l'eau avec laquelle elle est en train de se laver, enfin tout son désir de meurtre naît à ce moment-là, et ça pour moi ça sauve Enfin, juste pour ce plan-là, j'oublierai jamais ce film, je le recommanderai, et même j'y retourne dans 3 ans. Alors qu'après, c'est d'un ennui mortel, c'est très empesé, c'est assez mal joué. C'est vraiment pas un grand Fritz Lang, mais ouais, il y a un plan qui justifie, qui sauve le film. Moi, j'aimerais juste revenir sur ta réponse par rapport au film détesté mais recommandé. Tu disais qu'il fallait laisser les films trouver leur place tout seuls. J'aime bien cette formulation, c'est assez organique, on va dire. Mais complètement. Et tu parlais aussi de ta dernière vidéo qui cite La forêt d'émeraude, que tu avais l'air de pas aimer. Donc comment en fait comment t'en es venu à utiliser une séquence du film? Comment elle s'est imposée justement? Comment tu t'es fait la réflexion de je vais quand même l'utiliser même si je l'aime pas? En fait, ce qui est drôle, c'est que je l'ai finalement pas utilisé, mais quand on faisait l'interview, elle l'était encore dans le montage. Et La forêt d'émeraude, j'avais vu ce film à 14-15 ans, j'avais trouvé ça débile, surtout après Délivrance, c'était quand même vraiment pas la même tenue de cinéma, et puis c'était beaucoup plus naïf. C'est toujours John Boorman. Et en fait,
je sais pas, avec justement dans cette perspective de l'environnement, la planète, enfin, je trouve qu'il y avait tout à coup des considérations dans ce film qui étaient vachement intéressantes, qui étaient vachement audacieuses, en avance, justement, à une époque où on était très cynique avec l'écologie et l'écologie dans l'art. Le film de Boorman était très franc et il y allait vraiment avec honnêteté, et il y allait franchement. Et aujourd'hui, je trouve que notre regard a complètement changé sur ce genre d'œuvre, et que pour moi, le film, il a vraiment trouvé sa place, et c'est un film finalement assez audacieux, assez visionnaire, et avec... Je pense qu'on va beaucoup reparler de l'écologie au cinéma dans les années qui viennent, et qu'on va trouver des outils pour en parler, pour l'analyser. Et je pense qu'il y a une pensée formelle de l'écologie dans ce film. C'est pas juste un sujet. Ça fait partie du suspense. Ça fait vraiment. Il y a un truc qui est constitutif de ce que pensent et ressentent les personnages. C'est leur rapport à la forêt, à la destruction ou à la conservation des ressources. Et c'est une autre façon d'écrire. Et je pense que finalement, le film n'est pas si mauvais que ça. Et en fait, le film est une très belle suite à Délivrance. Avec ses moments naïfs et ses défauts. Mais voilà, je l'ai redécouvert comme ça. Et ce qu'on voulait aussi te demander, c'est que dans cette minute de réflexion, tu partages tous ces films que tu aimes ou pas au départ, mais en tout cas que tu vas accepter et que tu vas laisser vivre. Est-ce que tu as des films que tu n'arrives pas à partager ? Est-ce que que t'as pas envie, ou que tu t'arrives juste pas à les partager, notamment dans tes vidéos, ou même en général quand t'en parles avec les gens, quoi, ou c'est trop personnel, ou alors c'est juste t'arrives pas à en parler? Non, ce qui est souvent, en fait, j'ai envie de parler de moi. Je pars d'un détail, d'un truc que je vois, je me filme, et à chaque fois ça saute. C'est vraiment, j'ai un truc à... pour moi, le début de la chaîne 7 minutes de réflexion, c'était un peu une réponse aux blogueurs YouTube qui se filment toujours eux avec un ton très agressif. Il y a un truc qu'il faut toujours attraper, quoi, l'attention. Et moi, j'aime bien l'idée de parler simplement, doucement, vraiment comme une berceuse, et d'emmener les gens, je sens, à travers la voix, dans un truc un peu comme un psychanalyste où on se laisse aller et on peut se perdre aussi. Et du coup, il y a l'envie un peu de temps en temps de répondre à cette mise en scène des blogueurs qui se filment face caméra, et de le faire à sa façon. Et je l'avais fait une fois j'avais posé la caméra à 3 mètres dans l'ombre avec un truc et tout, mais j'ai pas trouvé la solution, quoi. Donc pour moi, c'est plus des images de moi, en fait. S'il y a pas de... Non, les films, souvent c'est un film que j'ai envie de partager qui me donne envie de faire un 7 minutes. Je le nourris de plein de films que j'ai envie de montrer, et puis après le discours, le montage trouve son chemin et ses films, et c'est jamais un crève-cœur d'enlever une séquence avec un truc que j'aime. Mais par exemple, le dernier, au départ, c'était sur High Life de Claire Denis, et après je voulais faire remonter sur l'écologie, et puis finalement c'est devenu plus vaste. Mais voilà, ça peut changer d'axe, et ça, je trouvais un peu moi, j'étais un peu déçu. C'est qu'au départ, je voulais vraiment partager High Life et en parler avec des gens qui l'auraient pas forcément vu. Et à la fin, il en reste un tout petit bout de plan. C'est finalement assez anecdotique, la présence de High Life dans le 7 minutes, alors que c'était ça le point de départ. Et donc, t'as pas de films tellement personnels qui font tellement partie de toi que... Non, ou si je les ai, j'essaye absolument de les montrer, comme dans l'épisode Carax sur Holly Motors, où là même j'étais allé retrouver Strangulation Blues, le premier cours, et les gens de l'agence du court-métrage me l'ont envoyé en me disant bien de ne jamais le mettre en public, et je l'ai fait. Voilà. Je sais pas. Donc même quand c'est très intime, je partage. On va finir sur notre dernière question pour te demander quel est ton film refuge. Alors refuge, on l'entend de plein de manières, mais peut-être plus comme on parlait de cinéma cocon, voilà, c'est ce genre de film où tu te blottis dedans, ça t'aide à t'endormir, comme les Lubitsch. Voilà, c'est vraiment un espèce de monde à part entière où tu te blottis, et ça te permet d'oublier un peu des choses pas forcément très cool qui se passent dans ta vie ou ailleurs.
Et donc, et toi, tu nous as répondu la nouvelle série ou le nouveau film dont j'ai entendu parler ce Ouais, matin. exactement. C'est marrant parce que j'étais en train de rechercher et je le trouvais pas, le film Cocon. Et je me suis dit, ça va faire tellement bidon quand ils vont me dire un titre. Et ben, c'est exactement ça. Et du coup, le truc refuge aujourd'hui, c'est Tchernobyl, parce que j'ai lu un truc ce matin dessus, dans The Guardian, qui a une très bonne page série. Et ça m'énerve que des gens l'aient vu, pas moi, tu sais, il y a un truc comme ça de folie. Donc c'est ça mon refuge, c'est je serais vraiment content et apaisé quand je l'aurais vu, et puis après il y en aura un autre. Mais ouais, j'ai pas de... Voilà, c'est une réponse un peu par la négative, parce que il n'y a pas un film ou un truc qui justement l'emporterait. Et cette sensation de Cocon, il est vraiment dans... Le désir de voir la promesse de quelque chose dont on m'a parlé, dont quelqu'un que j'aime bien, où je suis son avis ou son truc m'a parlé, et c'est plus un truc de communion avec d'autres gens qui probablement en ce moment regardent ça et ils trouvent un intérêt. Et du coup, tu vas le ressasser toute la journée jusqu'à le voir. Jusqu'à le voir, ouais. Tu vas t'y raccrocher comme ça. Ouais, complètement. J'ai un truc à découvrir. Oui, exactement. Bon, bah c'est un beau mot de la fin. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu et de nous avoir livré tes remèdes cinématographiques. Et pour finir, on souhaite toujours remercier Anna Mandico pour ses créations graphiques, Gabriel Régnier pour ses créations musicales au service de ce podcast. Et voilà, on va terminer cet épisode sur ces films refuges de fantasmes du prochain à voir.